tronc axillaire. Donc voilà, je vous montre, vous voyez bien la carotide. Vous voyez? Oui, 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 on Très voit, on bien. voit. Alors que quand j'entends pas la... Si, si, on Alors, voit. c'est la On voit. Naam. أنا Alors, نشوفه oui, مليح. très bien. Donc, échographie mode B, échographie mode B, il y a des calcifications pariétales, il y a des images intraluminales ici. Donc, on voit une hyperpulsatilité, enfin, des pulsations de la carotide commune juste en amont de la, pardon, voilà, juste en amont. Et là, c'est la jugulaire, hein. Donc, ici, vous voyez, donc je refais également, voilà. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que la carotide est thrombosée ou non? Alors, ils vont te répondre sur le chat. Mohamed Ouana Koulek. Toi, tu ne peux pas voir le chat. Oui, 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 je vois rien. Bon, Allez, allez, c'est pas un problème. Non, non, c'est pour eux, hein, c'est juste. لا لا Alors, شوف laisse quelques secondes. oui, d'accord. أنا Très راني bien. نقرا راهي plus de non. Actuellement, tu as plus de non que de oui. Alors, bon, chez l'occasion interne est perdiable? Non, très bien. Alors, vous allez voir que le but de ces slides, c'est de vous montrer des paradoxes. Et moi, j'aime bien les paradoxes parce que vous allez voir, elle n'est pas thrombosée du tout. Donc, vous voyez qu'il y a un chenal circulant. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est thrombosée. Donc, il faut se méfier de l'angioscanner. Il faut se méfier de certaines images échographiques. Donc, dans certains cas, on peut facilement être à côté. Alors, les questions, ce n'est pas terminé, hein. Alors, la prochaine question, qui est la suivante, c'est l'estimation du degré de sténose. Si on essaye de faire la méthode Nashet, qui est une méthode radiologique, c'est la méthode nord-américaine, c'est-à-dire c'est le chenal circulant qui est rapporté à la carotide interne distale. Donc, si je fais cet exercice, voilà, ça me donne 30% environ de sténose. D'accord? Alors, la méthode Nashet, c'est quoi? C'est l'estimation du degré de sténose en prenant en considération le chenal circulant ici, qui est rapporté à la carotide interne distale. Donc, c'est A moins B sur A. La méthode européenne, donc, elle est abandonnée. C'est plutôt le dénominateur, ce n'est pas le diamètre de la carotide interne distale, mais c'est une estimation virtuelle du bulbe, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Donc, il faut savoir qu'on retient la méthode de mesure, c'est ECHT. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais mettre le curseur au niveau de la carotide interne. Je fais une correction d'angle qui est assez bien faite parce que je vois le chenal circulant et on est à 37 degrés à peu près. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Vous avez un PSV, c'est-à-dire le pic de vitesse systolique, pic systolique vélocité, 90 cm par seconde au niveau de la carotide interne. Alors, la question est la suivante. Alors, avant, je prends, bien sûr, le rapport carotidien, c'est-à-dire sur le rapport de le maximum, si vous voulez, de la vélocité au niveau de la carotide interne rapporté au maximum de vitesse en amont, c'est-à-dire au niveau de la carotide commune. Donc, si je fais cet exercice-là, on voit que le ratio carotidien est inférieur à 3. D'accord? Alors, la question est la suivante. Comment évaluez-vous le degré de sténose de la carotide interne droite? Est-ce qu'il s'agit d'une sténose modérée, serrée? Est-ce une sténose pseudo-occlusive ou bien une thrombose recanalisée? Parce que, comme on a vu tout à l'heure qu'en angiographie, il n'y avait pas du tout de flux. Ça va? Alors, tu veux que je te dise ce qu'ils ont répondu? Puisqu'on est ensemble, pourquoi pas? Donne-moi ton avis. Alors,
préocclusive, subocclusive, Donc, préocclusive. attends. Modéré, serré, pseudo-occlusive. Pourquoi je parle de pseudo-occlusive? Parce que vous allez voir. La plupart parlent de Oui, pseudo-occlusive. ah, Il y en a qui parlent de thrombose recanalisée. oui, 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 d'accord. Voilà. Alors, on va poursuivre. Mais si vous dites pseudo-occlusive, bien sûr, il faut donner les arguments, hein. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le flux distal de la carotide interne. Alors, le flux distal, toujours correction d'angle et vitesse. Alors, on voit à peu près ici, la vitesse du flux de la carotide interne en aval de la sténose est à peu près 20 cm par seconde. D'accord? Deuxièmement, flux au niveau des artères ophtalmiques. Bon, la droite, ici, il y a une inversion du flux. D'accord? On est au niveau de l'artère ophtalmique. La gauche, voilà, la gauche, elle est dans le sens antérograde, c'est-à-dire que ça dirige vers le globe oculaire. Alors ici, bon, là, je me permets de vous présenter, c'est juste pour vous, parce que je sais que vous ne faites pas ça. Là, vous avez au niveau du Doppler transcrânien un enregistrement de l'artère cérébrale antérieure droite. Donc, normalement, le flux de l'artère cérébrale antérieure droite doit être négatif. Là, elle est positive. Bon, on va vous dire pourquoi tout à l'heure. Ici, vous voyez qu'au niveau de la même image, on voit un petit chenal circulant ici qui mesure à peu près 1 millimètre. Bon, on peut dire qu'il s'agit d'un diamètre résiduel de la sténose. Alors, la question, énumérer les critères de sévérité d'une sténose carotidienne. Donc, essayez de réfléchir un petit peu avant de mettre un peu de la littérature sur les critères de sévérité. Répondez sur le chat. Répondez Voilà. Non, c'est bon, c'est quand même. Non, non. 15 secondes. Voilà. Bon, on va parler. Alors, donc, le but, c'est de faire ce qu'on appelle une évaluation multiparamétrique. Donc, le premier critère, donc vous voyez ici le degré de sténose et vous avez l'occlusion. D'accord? Donc, ça représente 50, 60, 70, 80, 90 occlusion. Donc, ici, vous avez déjà l'imagerie au mode B. Déjà, elle vous dit une plaque ou une sténose, vous pouvez quand même faire la différence. Vous avez des plaques, généralement, la sténose, c'est à partir de 50% de diamètre. Donc, déjà, quand vous faites un mode B, vous pouvez savoir si la sténose est plus ou moins difficile, parce qu'il y a des plaques qui sont hypoécogènes, là, on peut se tromper, mais de façon générale. Alors, la couleur, ça peut répondre à cette question, entre 50 et 60% et moins de 60%, je pense que la couleur, elle peut répondre. Bon, on ne va pas aller, c'est pas avec la couleur qu'on va sélectionner des sténoses à 70, 80, 90. Alors maintenant, parmi les critères les plus importants, c'est le pic de vitesse systolique. Le pic de vitesse systolique, vous voyez ici, en général, à 50%, c'est 120, 140 ici. Donc déjà, on parle d'une petite sténose modérée à partir de ça. Alors ici, ça commence à s'élever. Alors plus ça s'élève, en général, plus ça devient serré. Donc, à condition que la sténose ne devient pas très très serrée, parce que quand la sténose elle devient très serrée, qu'il y a une chute de débit carotidien, bien entendu, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, il n'y a plus de corrélation. Il n'y a plus de corrélation. On va revenir sur ce phénomène-là. Et après, vous allez voir qu'il n'y a pas de flux pour l'occlusion. Alors, chez notre patient, il a une vitesse systolique à 20 en post-sténotique. Ici, vous voyez que quand la vitesse au niveau de la carotide interne distale commence à diminuer, eh ben, ça veut dire que la sténose est très serrée. Nous, on est à 20, donc on est probablement une sténose très, très serrée, 90. Alors, vous avez aussi d'autres critères, c'est la prise en charge par la circulation collatérale. Alors, soit c'est par le biais de l'artère ophtalmique, ou bien
au Doppler transcrânien au niveau de l'artère cérébrale antérieure. Parce que quand il y a une inversion de flux au niveau de l'artère cérébrale antérieure, vous savez, l'artère carotide interne se divise au niveau du crâne en artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et bien entendu avec l'artère ophtalmique. Quand il y a une occlusion, quand il y a un sténose très serré, il y a une inversion de flux au niveau de l'artère cérébrale antérieure qui permet de revasculariser à contre-courant l'artère cérébrale moyenne. Donc, quand il y a une inversion de flux, c'est la même chose pour l'ophtalmique, c'est-à-dire qu'il y a un gradient de pression donc, qui va s'inverser et ça va donc vasculariser les territoires les plus nobles, qui est la carotide, l'artère cérébrale moyenne. Donc, voilà pour les critères primaires. Les critères secondaires, c'est la diminution du flux diastolique au niveau de l'artère carotide commune, donc c'est le rapport carotidien, c'est ça. Également, quand il y a abnormal flow des post-stenotic segments, bon, également, et surtout, c'est la vitesse télédiastolique au niveau du site de sténose. En général, plus la vitesse télédiastolique est élevée, voilà, et plus, bon, par exemple, quand on a 100 cm par seconde, en général, ça correspond à un sténose très serré. Bon. Le confetti sign, celui-là, c'est tout simplement confetti, je ne sais pas si vous connaissez, moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'était tout simplement, c'est la mosaïque. La mosaïque, c'est l'effet, l'aliasing couleur. L'aliasing couleur, quand vous l'avez, quand l'énergie cinétique se transforme en énergie mécanique, vous avez ce qu'on appelle des vibrations au niveau de la paroi de la carotide interne, et on va voir, vous allez voir un aliasing qui va sortir de la lumière de la carotide. Alors vous allez voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous essayez de diminuer la PRF, plutôt d'augmenter la PRF, vous n'arrivez pas à avoir une image correcte. Vous essayez de diminuer le gain de couleur, vous n'arrivez pas à avoir une image correcte. C'est tout simplement en rapport avec la vibration. Et cette vibration-là, quand vous l'avez au niveau de la carotide, qui sort de la lumière, en général, ça correspond à des sténoses qui sont très serrées. Et bien entendu, vous avez l'index carotidien qui, en général, en cas de sténose serrée, il est supérieur à 4. Alors, dans quel cas on peut avoir des discordances, pitfall du carotide sténotique, c'est les pièges. Dans certains cas, on arrive à sous-estimer, dans certains cas, on arrive à surestimer. Par exemple, on peut sous-estimer une sténose. Bon, ça c'est vraiment rare, hein, avant que ça soit vraiment un choc, un épisode de basse pression. Et quand vous avez, par exemple, des sténoses en amont, c'est-à-dire que si vous avez une lésion en tandem en aval, en amont de la sténose de la carotide, c'est-à-dire que vous avez un rétrécissement aortique, si vous avez une sténose des trompes brachiocéphaliques, qui est rare, une sténose de la carotide commune, bien entendu, si vous avez une sténose de la carotide interne, bien sûr, ça va vous sous-estimer, ça va vous faire chuter les sténoses. Alors, quand vous avez des sténoses également qui sont longues, ça vous paraît, par exemple, des vitesses, vous n'avez pas des vitesses très élevées, mais le fait que la sténose soit longue, c'est plutôt un élément en faveur d'un retentissement de lésions qui sont sévères. Quand vous avez des sténoses en tandem, alors les sténoses en tandem, par définition, c'est quand vous avez, par exemple, une sténose de la carotide interne et une sténose intracrânienne. Par exemple, l'exemple le plus fréquent, c'est d'avoir, par exemple, une sténose de la carotide interne et une sténose de l'artère cérébrale moyenne, l'artère sylvienne. Eh bien, quand vous avez des sténoses déjà de la sylvienne et que vous avez, ça va sous-estimer, parce qu'il va y avoir deux gradients, donc automatiquement, les vitesses qui seront au niveau en amont vont être basses. La même chose pour la surestimation des degrés de sténose, généralement, c'est pour l'hypertension. Et surtout, pour moi, pour mon expérience, c'est quand vous avez une occlusion contralatérale et que vous avez une sténose modérée, et souvent, on a tendance à prendre la sténose modérée comme une sténose serrée. Pourquoi? Parce qu'il y a un hyperdébit. Donc, quand vous avez un hyperdébit engendré par un mécanisme qui est compensateur par le biais donc, du polygondrilis, on a tendance donc, à surestimer le degré de sténose.
Alors, vous allez voir que chez ces patients-là, si on fait une onde d'artériectomie du côté contralatéral, et bien les vitesses en post-opératoire, elles vont diminuer. Alors voilà, voici donc le polygone de Willis, comme il est représenté. Il faut savoir que le polygone de Willis, le plus souvent, il est le plus souvent, il est. téléphone là, عندك. Ah, je ne sais pas, il y a 3 téléphones, je vous assure, il y en a 4 même. Quand je suis seul à la maison, je ne sais plus lequel qui fonctionne. Alors, vous avez le polygone de Willis ici représenté, donc il faut savoir que en général, le polygone de Willis, la forme complète, il est relativement rare. Hein. Vous avez peut-être 15-20%. Souvent, le polygone de Willis, il n'est pas complet. C'est-à-dire, soit vous avez ici, donc, premièrement, je vais citer ce que c'est que le polygone de Willis. Donc, le polygone de Willis, il est formé par la carotide des 2 carotines internes, qui se bifurquent, une, la cérébrale antérieure, la cérébrale moyenne, et vous avez la communicante antérieure, la communicante antérieure ici, qui fait communiquer les 2 systèmes carotidiens, et vous avez le système le système vertébro-basilaire, avec l'artère basilaire, le tronc basilaire, et vous avez ici les 2 artères cérébrales postérieures. Donc, chaque artère cérébrale postérieure communique avec la carotide interne, c'est les artères communicantes postérieures. Alors, pourquoi c'est important de vous montrer le polygone de Willis? C'est pour comprendre pourquoi certains patients font des AVC et d'autres en font des AVC avec moins de complications. Alors, généralement, quand vous avez un polygone de Willis qui est bien supplié, vous avez une forme complète, si vous avez un embole qui passe, par exemple, au niveau de l'artère cérébrale moyenne, vous avez une bonne suppléance. Donc, le malade a tendance à avoir un AVC qui n'est pas important. Donc, c'est le fait que chaque patient a un polygone de Willis plus ou moins complet qu'il va faire un handicap en rapport avec une ischémie cérébrale plus ou moins importante. Alors, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure je vous ai dit plus la sténose est serrée, plus les vitesses ont tendance à augmenter. Effectivement, c'est bien corrélé. Alors, cette plaque-là, elle vous donne un degré de sténose qui barre de 20 à 100%. Vous voyez que plus la sténose est serrée, plus ça augmente, mais dès que vous allez avoir un seuil critique qui est de 90% de sténose, vous avez une chute de débit, et dans ce cas-là, une fois que vous avez une chute de débit, vous n'avez plus de corrélation. Donc ce malade-là, je vous ai montré qu'il a un pic de vitesse systolique à 90. Pourquoi il n'a pas de vitesse élevée? C'est tout simplement parce qu'il est en chute de débit. Donc attention, le pic de vitesse systolique tout seul ne veut rien dire. Donc il faut grader la sténose en utilisant une évaluation multiparamétrique. Alors c'est quoi une évaluation multiparamétrique? Vous allez voir, on en a parlé, c'est le pic de vitesse systolique, c'est le rapport carotidien, c'est le flux carotidien en aval de la sténose, c'est la recherche des suppléances au niveau de l'artère ophtalmique et au niveau de l'artère éventuellement, c'est pas important, de l'artère cérébrale antérieure. Donc, nous devrons faire une évaluation déroulée méthodique. Donc, vous voyez que quand il y a un chute de débit, les vitesses n'apportent pas grand-chose. Alors, la même chose, je vais vous montrer par exemple ici, voilà, c'est la même chose, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà ce qui est en rouge, note applicable. Alors, on n'applique plus le PSV quand vous avez une sténose à 90 degrés. Voilà, pour 90% de sténose, faire attention. Donc, vous utilisez également la vitesse télédiastolique ici, quand elle est supérieure à 100, généralement, souvent, c'est corrélé à une sténose significative. Donc, tout ça, ça prend 15 minutes, 20 minutes, et des fois une demi-heure. Donc, il ne faut pas. On voit souvent les comptes rendus, on essaie de reproduire la planimétrie, on n'est pas dans le rétrécissement mitral. La planimétrie, il faut éviter. Il faut grader sur le plan hémodynamique. C'est trop simple de faire une planimétrie.
Bon, là, c'est rapide, je vais aller rapidement. Alors voilà le confetti, le signe de confetti sign, c'est quand vous avez un aliasing qui sort de la carotide. Voilà. C'est ce qu'on appelle le confetti sign, c'est à peu près ça. Dans certains mariages, peut-être pas chez nous, donc on jette les couleurs et certains papiers, donc c'est un confetti. Donc voilà, donc la mise en considération. Alors maintenant, le flux ophtalmique, attention, quand vous cherchez le flux ophtalmique, si vous mettez la sonde d'échographie au niveau de l'œil, il n'y a pas que l'artère ophtalmique. Alors l'artère ophtalmique, ce n'est pas cette artère par exemple. L'artère ophtalmique, là c'est le nerf optique, vous voyez ici. Ce qu'il y a dans le nerf optique, c'est l'artère centrale de la rétine. Donc il ne faut pas enregistrer l'artère centrale de la rétine. Donc le bleu, c'est la veine centrale de la rétine. L'artère ophtalmique, c'est plus profond. D'accord? C'est ici. Donc vous avez, dans le globe oculaire, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à détailler, c'est qu'il n'y a pas que l'artère ophtalmique. Vous avez les artères ciliaires, vous avez les artères choroïdiennes, vous avez les artères centrales de la rétine qui cheminent dans le nerf optique, et on a l'artère ophtalmique qui est ici. Donc il faut se méfier, l'artère ophtalmique elle est plus profonde. Donc quand vous enregistrez l'artère ophtalmique, ce n'est pas enregistrer ces artères-là. Alors, est-ce que quand on a un sténose serré ou une occlusion, est-ce que toujours une inversion du fluide ophtalmique? Non. Alors, vous voyez ici par exemple, c'est l'artère carotide interne, donc dans la première branche, c'est l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique va donner les artères ciliaires postérieures et elle va donner également l'artère centrale de la rétine. En fait, vous avez 3 cas de figure. Le premier cas de figure, type 1, vous avez une thrombose d'une sténose très serrée avec un flux antérograde, c'est-à-dire qui se dirige vers le globe oculaire qui n'est pas inversé. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas inversé qu'il n'y a pas une sténose serrée. Attention. Vous avez le type 2, vous avez une inversion du fluide ophtalmique. Le type 2A, quand vous voulez. Vous avez un autre type, dans certains cas, vous n'avez pas du tout, vous ne pouvez pas enregistrer l'artère ophtalmique. Donc, vous pouvez avoir un flux ophtalmique physiologique antérograde, vous pouvez, alors qu'il y a une thrombose de la carotide d'une sténose serrée, vous pouvez voir un flux inversé, comme c'est le type 2 ici, comme vous pouvez ne rien avoir, vous ne pouvez pas enregistrer l'artère ophtalmique, parce que tout simplement, il y a une thrombose il y a une extension de la thrombose au niveau de l'artère ophtalmique. Donc, il faut se méfier, interpréter, prendre en considération un critère seulement n'est pas suffisant. Alors, vous voyez ici, par exemple, les différentes. Vous avez le type 1, le type 2, le type 3. Donc, c'est juste pour vous dire qu'attention, méfiez-vous. C'est pas parce que c'est. Alors, des fois aussi, il faut faire attention. On peut avoir une artère ophtalmique qui a une tortuosité. C'est pas parce que. Et là, on peut enregistrer une inversion. Donc, il faut se méfier. Alors, quand vous avez un diamètre résiduel de la lumière en général, si on bloque, si on opère un patient d'une onde artériotomique carotidienne, c'est là qu'on voit le diamètre résiduel. Il faut savoir qu'à partir de 1,5 mm et moins, la sténose est très serrée. Donc le meilleur critère anatomique, c'est quand on opère le patient, on peut savoir pourquoi, parce que c'est un prélèvement de l'onde d'artériotomie, on peut savoir. Alors, c'est une étude qui a été faite en prenant en considération certains critères hémodynamiques Doppler et avec le critère inférieur à 1,5 mm de diamètre résiduel. Donc, vous voyez très bien qu'un critère tout seul n'est pas suffisant. Donc, il y a des critères qui sont très sensibles, peu spécifiques. Il y a des critères qui sont spécifiques et qui ne sont pas du tout sensibles. Donc, raison de plus pour utiliser les paramètres les critères multiparamétriques. Par exemple, ici, vous avez la même chose, vous avez un diamètre résiduel de la lumière ici, par exemple, qui va de 0 à 2. Donc, vous voyez que plus le diamètre est diminué, plus on a tendance à avoir des vitesses élevées. Mais comme ici, vous voyez, dès qu'il y a une chute de débit, on peut avoir des PHV qui sont très bas. Donc, pour terminer, en matière du cas clinique que je vous ai montré, donc c'est un patient effectivement qui est asymptomatique. Pourquoi? Parce qu'il a fait son AVC il y a 1 an. Rappelez-vous qu'un événement neurologique qui survient 6 mois après
vous reclassez le patient comme étant asymptomatique. Donc, on est devant un patient qui a une sténose très serrée, très très serrée. Alors, sur le plan thérapeutique, ça ne change rien du tout, même si les gens qui ont répondu à une thrombose recanalisée, ben, ça ne change rien à la prise en charge du patient. Ben, un patient comme ça, qui est asymptomatique, qui a une pseudo-occlusion ou une thrombose recanalisée, eh bien, peut-être pas normalement une indication opératoire. S'il était symptomatique, on peut proposer la chirurgie. D'accord? Donc, pour ce patient, d'après les recommandations, donc, voilà, quel est le traitement à proposer? Est-ce qu'une onde d'artère carotidienne peut être considérée comme étant de AB ou bien de façon 1A? Il n'y a pas d'indication, c'est un patient qui est asymptomatique. Donc, on a le choix et le traitement médical de type 1A. Répondez. Bon, alors, vous gardez, non, vous gardez ces questions, on va voir les données de la littérature, hein, d'accord? La prépa répond 4. La prépa répond 4. Eh bien, c'est magnifique, ben, c'est très bien, c'est très bien. Alors, moi, c'est pas moi. Alors, pourquoi 4? Je vais vous dire. Donc, on est devant un patient qui n'est pas dans le rouge, il est dans le bleu, d'accord? Parce que ça fait 1 an. Donc, c'est un patient qui est asymptomatique. Alors, si maintenant, on voit, on va dire, néro-occlusion, c'est-à-dire pseudo-occlusion, ça va être le traitement médical, d'accord? Voilà. Si on va dire qu'on est dans les 90% de sténose, au grand maximum, l'indication de type 2AB, d'accord? Mais moi, je pense que ce patient-là, on peut le manager sur le plan de traitement médical. Donc, il a une occlusion en angiographie de toutes les façons, mais c'est une sténose très, très serrée. Donc, voilà. Alors, la littérature, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, pourquoi on vous dit que quand vous avez une pseudo-occlusion, pourquoi il ne faut pas opérer le malade? Parce que tout simplement, ça a été démontré que ces patients-là ne bénéficient pas d'un traitement non artériectomisé. D'accord? Si on laisse l'évolution naturelle, ce sont des patients qui restent à un niveau de risque bas et ils sont pratiquement éligibles pour un traitement médical. Bon, bien sûr, il y a des articles qui sont un peu contradictoires, on arrive à voir, mais en général, donc vous voyez ici les recommandations. Bon, là, c'est pas, voilà, le carotide, chez les patients qui sont, là, on est dans les patients symptomatiques, c'est-à-dire, même chez le patient symptomatique, là, en raison de plus, on est dans l'asymptomatique. Alors, même chez les patients symptomatiques qui ont une sténose très serrée, carotide de néro-occlusion, vous voyez qu'il n'y a pas de traitement chirurgical. Ils vous disent à une seule condition. S'ils refont des symptômes malgré un traitement médical bien conduit. Là, bien sûr, il faut discuter avec un team pour revoir le patient. Donc, tant que le malade est asymptomatique, c'est le traitement médical, et même s'il est symptomatique, il faut rediscuter le patient, à condition qu'il fasse des événements, des récidives en matière d'AVC. Alors, pour le premier cas clinique, on a terminé, donc on va passer au deuxième cas, si vous voulez bien. Donc, alors, il n'y a pas de questions, on peut faire un petit break pour les questions, non? Ah, ben, si j'ai des questions, avec plaisir. Donc, je ne sais pas, ça te permettait aussi de te reposer. Bouzid, tu veux intervenir, Bouzid? Bouzid. Oui, Ustad. Tu peux faire un commentaire. Peut-être une petite question. Est-ce que parfois on a du mal à faire la différence entre occlusion ou pré-occlusion, même au Doppler? Oui. J'ai vu quelques patients. Allez, je vous en prie. Alors, entre occlusion et pseudo-occlusion. Oui. Alors, l'occlusion en général, c'est le Doppler couleur. En général, Doppler couleur, quand vous réglez bien votre image, quand vous faites les PRF qui sont vraiment alors les recommandations écho-Doppler pour parler d'une occlusion, il y a des recommandations à l'écho-Doppler. Premièrement, il faut travailler sur des PRF qui sont très basses. Donc, soit vous allez manuellement, vous prenez la PRF
vous diminuez, vous voyez comment elle est réglée. Si elle n'est pas réglée au maximum, c'est-à-dire au minimum, pardon, il faut être minimum. Ou bien vous choisissez le bouton dans certains appareils maintenant, low flow. D'accord? Vous mettez low flow et vous voyez. Mohamed, mode veineux. Hein? Bon, non, c'est pas la peine maintenant les appareils. Parce que si vous allez dans le mode veineux, il y a d'autres choses qui vont changer en même temps. D'accord? Oui, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Vous gardez la même chose. Mais alors, une chose, deuxièmement, Doppler pulsé. Alors, le Doppler pulsé, bien sûr, il faut diminuer le rejet des basses vitesses. Pourquoi le rejet des basses vitesses? C'est pour éviter les artefacts qu'on appelle les bruits de paroi. Alors, généralement, le constructeur, il filtre certaines fréquences pour éviter que vous ayez des bruits de paroi. Quand vous avez une thrombose, donc il faut agir sur ça. Il faut agir sur la couleur. Donc, il faut diminuer, il faut augmenter les gains maximum. Il faut les PRF, il faut qu'elles soient diminuées. Et il faut bien sûr agir sur les filtres. Plus le Doppler. Le Doppler, comment il faut faire? Il faut aller en distalité. Et bien sûr, il faut absolument vous ayez une échelle à des centimètres près, à des centimètres par seconde, c'est-à-dire très basse. En général, si vous prenez en considération tous ces paramètres, bien au contraire, moi, dans mon expérience, d'ailleurs je vous ai montré, le malade a une thrombose à l'angiographie, alors qu'au Doppler, ça passait très bien. Dans notre tête, souvent, c'est le contraire. On dit, écoutez, c'est le Doppler, et il y a peut-être, on va faire une angiographie pour voir si ça se passe. Mais souvent, c'est le contraire. D'accord? Souvent, c'est le contraire. Souvent, c'est le Doppler qui permet de dire que la lumière de l'artère est toujours perméable. J'en ai plein de cas comme ça. Alors, l'autre question, c'est la pseudo-occlusion. Alors, pseudo-occlusion, c'est pas la même chose que l'occlusion. Pseudo-occlusion, c'est dans le near occlusion, NO. Alors, c'est le bas débit. Alors, il y a certains auteurs qui calculent le débit de la carotide commune. Vous faites la différence. C'est très facile de calculer le débit de la carotide commune qui est en amont de la pseudo-occlusion. En général, un début de la carotide, c'est en général 350-400 millilitres par minute. Quand vous avez une pseudo-occlusion, le débit chute, moins de 300 millilitres par minute. Donc, c'est une façon de dire que si vous voulez, il y a une chute de débit, donc les vitesses sont basses. Mais les recommandations, il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas des critères qui, si vous voulez, à 100% en faveur des pseudo-occlusions. Le meilleur, de toute façon, les pseudo-occlusions, vous dites, du moment qu'on ne les opère plus, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Bon, vous parlez avec certains chirurgiens vasculaires, ils vous disent, écoutez, votre problème, ce sont des thromboses qui sont recanalisées. Donc, il y a aussi un autre, si vous voulez, c'est vrai que les thromboses, il y a certains thromboses de la carotide qui, dans la littérature, qui se recanalisent. Mais généralement, vous avez des chenals qui sont très tortueux. Mais même avec ça, si vous dites que le patient recanalise sa carotide et que quelques temps après, il fait un AVC et qu'au Doppler, vous retrouvez des signes de sténose, il y a certains qui vont jusqu'à opérer ces patients-là. D'accord? Donc, le débat n'est pas très clos, hein, c'est très divergent encore. Hein. Je sais que c'est difficile, pseudo-occlusion, recanalisation de thrombose. Et bon, je pense que la thrombose, généralement, on est vraiment, on n'est pas dans le besoin de faire des injections de produits de contraste ultrasonographique pour confirmer qu'il y a une obstruction. Je ne pense pas. La couleur actuellement est très sensible. D'ailleurs, je me demande, on ne cherche pas à faire le Doppler énergie, ni le low, on n'appelle pas le B-flow. À mon avis, dans mon expérience, n'apporte pas grand-chose. Ni le B-flow, ni le Doppler énergie. La couleur est assez sensible. Et il est exceptionnel de faire ce qu'on appelle de l'échographie de contraste pour vérifier réellement si c'est un chenal circulant. Ou bien peut-être parfois l'angiographie invasive. Comment? Alors là, on fait moins d'angiographie, je suis tout à fait d'accord. Si on veut vraiment régler le problème à 100%, on faisait ça, c'est-à-dire on mettait un cathé dans la carotide commune et on injectait pour voir s'il y a un filet.
Mais à quoi bon faire ça? Parce qu'on sait de toute façon, même s'il y a une lumière, ça va être un traitement médical, sauf peut-être si le malade est symptomatique, je suis d'accord avec vous. Barakallahu fik. Il y a Wasmo qui pose une question. Jemmal qui a fait plusieurs commentaires. Tfaddal. Parce que le plus intéressant dans ces cas, c'est de discuter. Il faut profiter de la présence de notre expert pour poser le maximum de questions. Aya, c'est Jemmal, c'est Bilal. Tfaddal. Concernant l'occlusion et la pré-occlusion, donc si le patient il est symptomatique ou asymptomatique, Dr Fourali il a dit que la prise en charge reste la même. Mais quand le patient avec une subocclusion, est-ce que les critères d'un patient asymptomatique plus de 50%, donc les critères de la plaque, l'hypodensité à l'IRM, les HIT, la détection de réserve vasculaire cérébrale, est-ce qu'ils sont toujours valables pour évaluer ce cas de patient et indiquer un traitement chirurgical, voire un stenting? D'accord, ça c'est la seule chose, on va y aller. Les critères de la plaque, on va venir tout à l'heure, ça c'est autre chose, ça c'est souvent c'est les patients qui sont asymptomatiques et qui ont une sténose serrée. Vous savez très bien que la sténose serrée asymptomatique. La sténose serrée asymptomatique ne relève pas obligatoirement d'un traitement chirurgical. Les recommandations actuelles, c'est de faire une classification du risque. On va voir tout à l'heure, qui concerne l'échogénicité, la réserve cérébrale, la présence de HITS et tout ça. Ça, je vais aller voir, on va y aller maintenant, on va en discuter. Mais pour les thromboses, on n'opère pas les thromboses. Thromboses actuellement, voilà, dès qu'on a un hypotoplare. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez un patient qui a une thrombose, une occlusion hémodynamique et qui vous fait des AIT dans le même territoire, d'accord? Le problème, il est là. Alors, vous allez dire, ah, peut-être qu'il y a un chenal millimétrique. Mais même avec ça, maintenant, les gens vous disent, regardez bien ici. Voilà. Ça, c'est des sujets qui sont symptomatiques et qui ont une occlusion et qui ont une sténose préocclusive chronique, ils vous disent qu'il ne faut pas opérer, sauf si le malade fait une récurrence ipsilatérale des symptômes. Tant que le patient est asymptomatique, notre malade est asymptomatique. D'accord? S'il avait fait des événements symptomatiques alors qu'il avait cette pseudo-occlusion, ça change tout. Donc là, on est dans le 3C. Il y a professeur Aït Mokhtar. سي عمر تفضل سي عمر professeur Aït Mokhtar. Je ne sais pas si tu es avec nous, tu as posé une question. C'est Omar. Je ne sais pas s'il nous écoute, Omar. Sinon Amrouche. Amrouche, vas-y, ta question est intéressante. Amrouche. Oui, Ustad. Vas-y. Oui, je voulais demander à Monsieur Fourali pourquoi dans les recommandations, quand le patient est à plus de 6 mois de son AVC, on le reclasse comme asymptomatique. Est-ce que les études ont montré qu'il n'y a pas de... Docteur Amrouche, c'est une bonne question. Tout simplement, on a remarqué que c'est l'histoire naturelle. Vous voyez, c'est l'histoire naturelle. En fait, ce n'est pas 6 mois, c'est beaucoup moins que 6 mois. C'est 4 mois. On a pris 6 mois parce que c'est vraiment pour donner le maximum de chance aux patients pour se faire opérer. Pourquoi on vous dit que quand vous avez sténose serrée symptomatique, le malade doit être opéré dans les 48 heures? Pourquoi? Parce que c'est dans les 48 heures qu'il y a le risque d'AVC, de récidive. Maintenant... Il y a le plus grand bénéfice. Madame? Il y a un plus grand bénéfice à opérer. Voilà. Le bénéfice, dans certains centres, par exemple en Suède, on opère dans les 48 heures. Chez nous, peut-être c'est fait pour nous, parce qu'il faut au moins 6 mois chez nous pour que le malade arrive à avoir une place. Bon, malgré ça, ce n'est pas évident. Donc, le problème, pourquoi? Sur le plan histopathologique, on a remarqué que la plaque va s'endothélialiser, il va y avoir une hyperplasie. Donc, je vais vous montrer des cas intéressants. Vous allez voir qu'il va y avoir une fibrose qui va s'installer, donc il va y avoir une cicatrisation de la plaque. Alors, généralement, une plaque instable, si vous voulez, elle va mettre 6 mois pour être instable, plutôt pour être stable. D'accord?
Donc, c'est pour ça qu'il y a les 6 mois. Mais sinon, dès que le patient fait un AIT, fait un AVC, sténose supérieure à 50%, on n'attend pas 70%. 50%, alors 50%, en général, c'est une petite accélération de vitesse. Hein. On n'est pas dans les 300 cm par seconde. Hein. D'accord? Là, il faut opérer le malade. Donc, 6 mois, généralement, sur le malade, il est stable. Voilà. C'est l'équivalent d'un encore instable carotidien. Voilà. Enfin, plutôt d'une carotide stable après 6 mois. C'est pour ça qu'il faut traiter médicalement. Merci. Voilà. Alors, est-ce que. D'autres questions? A-t-il d'autres questions? De toute façon, il y a d'autres encore des cas cliniques. Hein. Sinon, on va faire de la répétition parce que vous allez voir toutes ces questions-là, on va les réaborder. Tu abordes le deuxième cas. Tfaddal. Allez, vas-y. Alors, maintenant, c'est un patient de 54 ans, donc écho-Doppler, il a fait une amorose fugace de l'œil gauche. Donc, 54 ans, on a demandé un écho-Doppler, donc antécédent, il n'y a pas de profil athéromateux, pas de notion de tabac. Il a fait par contre une radiothérapie pour une myoplasie du cavum en 2008. Hein, donc, c'est un patient qui est venu en 2020. Donc, il a fait 12 ans avant une radiothérapie. Donc, je vous montre la carotide interne avec la couleur. Vous voyez ici qu'il y a pratiquement occupé par de la thrombose. La couleur n'arrive pas à franchir et coupe grand axe ici et vous avez une coupe petit axe ici qui est un épaississement comme vous voyez ici de toute la carotide commune. Tout ça. Donc, il y a un épaississement très important. Alors, la carotide interne droite, donc vous avez ici, bon, c'est un biflot, donc c'est vrai qu'on voit très bien le chenal. Alors, on vous demande est-ce que ce patient-là a une sténose serrée ou non. Donc, on est à droite, hein, la gauche est thrombosée, d'accord? Alors, le pic de vitesse systolique au niveau de la carotide interne droite, elle est supérieure à 300. Donc, on est à 350 à peu près. Vous voyez que le pic de vitesse diastolique, elle est aux alentours de presque 200. Donc, ça fait quand même une critère de sténose serrée. Alors, quelle réserve peut-on faire quant à l'interprétation des critères de sévérité de la carotide interne sur le patient dynamique? C'est notre patient. Bon, ça, c'est pas tellement intéressant, c'est juste pour vous dire que il a une occlusion contralatérale, donc méfiez-vous. Vous allez avoir une surestimation des vélocités, donc méfiez-vous. Ce n'est pas des sténoses obligatoirement très très serrées. D'accord? Donc méfiez-vous. Occlusion contralatérale, vous avez une majoration de toutes les. Peut-être en dehors du rapport carotidien, la vitesse systolique et la vitesse télédiastolique de la carotide interne vont être augmentées. Donc voilà, quelle est la conduite à tenir chez ce patient. Donc je rappelle, donc c'est un patient qui est symptomatique, ok. Donc il a une thrombose de la carotide interne gauche, mais l'amorose s'est faite au niveau du territoire thrombosé, attention. Donc, en artériectomie de la carotide interne droite, on a vu qu'il y avait un rétrécissement à droite. En artériectomie de la carotide interne gauche, classe 1A, donc classe 1A, ou bien vous préférez faire un stenting de la carotide interne droite, qui est de classe 2B, traitement médical, ou bien carrément vous dites, écoutez, moi, le malade, je le traite médicalement. On va vous donner une petite poche. Répondez sur le chat. Allez, pour qu'ils aient une mémoire. Alors, ici, c'est la carotide interne gauche qui est thrombosée, d'accord? Ici, c'est la carotide interne droite qui est sténosée, la droite qui est sténosée. Et le malade, il a fait une amorose fugace de l'œil gauche. Alors, vos réponses. Alors, nous avons stent, Bouzid Galek stent, Hadjaras Galek stent, Fazia Harbi, elle pense qu'il faut une onde d'artériectomie. Amrouche pense qu'il faut un stent à cause de la radiothérapie. Bah, je pense que toutes ces questions sont, toutes ces réponses sont justes. La fausse, c'est l'onde d'artériectomie de la carotide interne gauche, puisqu'elle est thrombosée. Donc la droite, alors maintenant, on va essayer de se justifier en fonction des données de la littérature. Alors, voilà.
Maintenant, notre ami tout à l'heure m'a parlé de la stratification de la plaque d'athérome. Donc, effectivement, dans 2007, les recommandations, on vous dit que il faut stratifier le risque chez les patients asymptomatiques et qui ont une sténose carotidienne. Donc, maintenant, on va venir. Pourquoi il faut opérer le malade ou non? Ben voilà. Alors, on reprend maintenant la plaque. Regardez bien ce patient-là. Premièrement, en matière d'échogénicité. Donc, vous voyez très bien que c'est une plaque qui a l'air hypoéchogène. Maintenant, hypoéchogène au niveau de l'œil, hein, c'est pas parce que normalement on doit avoir un niveau de gris. Nous, ce que nous regrettons maintenant, moi, la critique que je fais pour les constructeurs d'échographes, matière vasculaire bien sûr, c'est de nous donner certaines technologies qui ne nous intéressent pas beaucoup. Bon, le biflow, le Doppler énergie, j'aimerais bien les échanger contre une évaluation de niveau de gris des plaques. Alors qu'on n'a pas cela malheureusement, on a l'intima média, mais l'intima média n'est pas du tout intéressante en pratique courante. L'intima média, vous avez une plaque, qu'est-ce que ça va faire si vous avez une intima média qui fait 8-9 mm, ça ne changera pas grand-chose. Moi, par contre, j'aurais aimé avoir deux choses. Le niveau de gris, le GSM, Gray Scale Media, avec une plaque très hypoéchogène, une plaque qui est inférieure à 30. Donc, si on met ça, nous avons des outils informatiques qui nous permettent de classifier ces plaques, c'est magnifique. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas également, c'est la quantification de la superficie de la plaque. Et ça, malheureusement, on ne l'a toujours pas. Donc, voici ce qui nous manque. Donc, ici, déjà, regardez bien, il s'agit, ça c'est l'angiographie du patient, d'accord? Regardez, il a une très grosse plaque qui s'étend, en plus, c'est une sténose un peu particulière, c'est une sténose distale. On appelle ça au niveau de la pointe du bulbe. Vous savez, le bulbe, il a une pointe. Donc, c'est une sténose qui est en aval de la carotide interne. Vous voyez, donc c'est une origine, si vous voulez, c'est une sténose radique. En fait, c'est quoi la sténose radique? On favorise l'athérosclérose dans la sténose radique. Donc, vous avez un volume de plaque qui est quand même assez consistant, une plaque hypoéchogène, et il y a deux risques. Le troisième risque, c'est que le malade, il a fait déjà un événement neurologique de l'autre côté, au niveau de la carotide interne gauche. Donc, il y a déjà trois paramètres qui vous indiquent que le patient, il est asymptomatique, il a un risque. Alors, voilà. Alors, premièrement, il a fait un accident ischémique dans le territoire contralatéral. Donc, ça fait un point. Le infarctus silencieux, on a fait le scan, il n'y a pas. Bon, le Hitch n'a pas fait, donc il a des larges plaques. Alors, la large plaque, c'est considéré quand c'est supérieur à 40 000 m², et vous avez des plaques hypoéchogènes. Voilà. Ici, c'est la même chose, donc avant qu'il y ait que ressortent les recommandations, déjà, l'école de Londres, Nicolaides, a déjà proposé de dire qu'il faut se méfier des plaques hypoéchogènes. Il faut avoir absolument des outils informatiques qui nous permettent de quantifier le niveau de gris d'une plaque, parce qu'à l'œil nu, bon, on ne peut pas l'évaluer très bien. C'est le niveau de gris, c'est des logiciels informatiques qui permettent de prendre en considération la plaque. Et vous avez également la juxtaluminal black area, donc on va voir ce que c'est. Donc en fait, voilà. Donc ici par exemple, regardez, vous avez une plaque qui est très hypoéchogène. D'ailleurs, on ne sait même pas faire la différence entre… La lumière, c'est la référence. La lumière de l'artère, c'est 0, c'est-à-dire c'est le niveau de gris le plus bas. Et la plaque, c'est à partir du niveau de gris le plus bas qu'on a défini. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le juxta black area. C'est cette surface-là qui est là, qui permet de dire que là, c'est un patient qui présente un risque. Donc, vous voyez ici l'informatique, comment il fait. Donc, vous faites une découpe de la plaque au niveau de ce versant. Donc, on mesure. Donc, vous avez des couleurs en fonction du niveau de gris. Plus c'est noir, plus le nombre de pixels, il est donc plus bas. Donc, niveau de gris plus bas. Plus c'est foncé, le rouge, plus le niveau de gris il est plus élevé. Donc, ici, plus c'est noir. Donc, vous avez ici, donc vous faites la découpe, on vous donne carrément la superficie de la plaque qui est très hypoéchogène. Donc, voilà comment ça se fait. Donc, on découpe, vous avez le niveau de gris, tout ça. Donc, l'idéal, c'est que nos appareils d'échographie puissent avoir, qu'on puisse avoir ces logiciels. Donc, voilà.
Alors, autre chose, puisqu'on est dans la foulée, donc l'IRM, on a parlé tout à l'heure de l'IRM de la plaque. On sait que les plaques qui sont à risque, ce sont des plaques qui contiennent de l'hémorragie. Donc, on va voir pourquoi l'hémorragie va mettre en tension la plaque. Donc, il va y avoir une augmentation donc, de la pression intramurale qui va faire, vous savez que la propulsion longitudinale au niveau du chenal circulant de la carotide va faire un massage sur la plaque et ça va entraîner une rupture de la cape. Cette rupture de la plaque, de la cape, va déterminer le passage d'éléments fibrino-chloriques de la plaque vers la lumière et donc vers le cerveau. Donc il y a deux choses, c'est la rupture de la plaque, l'hémorragie de la plaque, la pression, le massage, si vous voulez, longitudinal qui va comprimer la plaque et va déterminer donc le départ de thrombus. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un cas très intéressant, comment chez un patient on peut connaître la physiopathologie de l'AVC. Alors, test de vasoréactivité cérébrale aussi, donc je vous ai montré tout à l'heure le polygone de Willis. Je vous avais dit que plus un polygone de Willis il est complet, plus il résiste mieux à l'ischémie. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on dit au patient de retenir sa respiration. Donc vous voyez quand vous mettez au niveau de l'artère cérébrale moyenne, donc si vous dites au patient de retenir sa respiration, il va avoir une vasodilatation donc, qui va faire que les vitesses vont augmenter. Donc ici, le malade a fait une pause, donc on voit ici que les vitesses augmentent. Et bien, on va calculer la variation moyenne des vélocités de l'artère cérébrale moyenne au pic, rapporter à moins, si vous voulez, la vélocité moyenne de base, divisé par le temps de l'apnée. Donc l'apnée, ça va entraîner une vasodilatation. Et ça va nous donner, si vous voulez, un index qui nous permet de dire est-ce que... Alors s'il n'y a pas une grande variation, bien sûr, ça veut dire que le malade a une mauvaise vasoréactivité cérébrale. Donc si vous avez un patient qui a une mauvaise vasoréactivité cérébrale, c'est-à-dire s'il fait un AVC, il a des chances pour que cet AVC-là soit invalidant. Donc c'est retenu, le test de vasoréactivité cérébrale est retenu comme étant un critère de sévérité, de risque plutôt, d'une sténose carotidienne. Donc on revoit le patient, donc il a une occlusion de la carotide interne gauche et une sténose serrée distale de la carotide interne droite. Donc voilà, la même chose. Donc voilà, donc les recommandations, donc je suis tout à fait d'accord. Donc les réponses sont justes parce que c'est vrai que c'est difficile quand on fait de la radiothérapie, c'est difficile d'opérer, mais l'endartériectomie carotidienne garde toujours une place. Elle n'est pas contre-indiquée. Donc quand vous avez, voilà, on peut très bien faire un stenting. Alors le stenting ici, on n'est pas dans le symptomatique, on est dans l'asymptomatique parce que la carotide droite n'a pas donné de symptômes. Donc on va se retrouver avec un traitement médical, une endartériotomie carotidienne type 2, classe 2A, mais plutôt, moi, probablement, on aurait opté pour un stenting. Pourquoi? Parce qu'il y a de la radiothérapie. Ce patient-là, de toute façon, il a été orienté vers un stenting de la carotide interne. Il a fait un stenting de la carotide. Je n'ai pas revu dans le post-op pour surveiller le stent, mais ce patient a fait un stenting et ça s'est très bien passé. Voilà. Voilà. Alors, j'ai rajouté 2 plaques tout à l'heure parce que on en a dans les recommandations, vous allez voir qu'on les a pas assimilées ici. Ça m'a paru intéressant de vous montrer ça. Quand vous avez un patient qui a une sténose symptomatique, qui a une sténose qui est très serrée, 50-99%, méfiez-vous, il ne faut pas se focaliser sur le degré de sténose seulement. Si vous avez un patient qui a un AVC avec une disabilité qui est très importante, il n'y a pas d'indication à l'opérer, attention. Si vous avez un ranking score, bon, je vais vous montrer ce que c'est qu'un ranking, peut-être
vous savez, si vous avez un ranking score neurologique qui est égal à 3 ou supérieur à 3, il faut absolument retarder la chirurgie parce qu'il y a un risque hémorragique. D'accord? Il y a un risque hémorragique et cette indication-là, c'est 1C. Donc, il y a absolument tout à retarder la chirurgie. Alors, d'une part, et si le malade a fait un infarctus, il ne faut pas que, si l'infarctus excède le tiers du territoire de la cérébrale moyenne, il faut absolument retarder la chirurgie pour éviter l'hémorragie post-opératoire. D'accord? Donc, il ne suffit pas de se concentrer sur le degré de sténose, mais sur le fonctionnel. C'est le statut fonctionnel du patient. Si vous avez une hémiplégie, il n'y a pas d'indication. D'accord? Donc, voilà le ranking score. Voilà, le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on vous dit que dès qu'il arrive là, il faut s'arrêter, méfiez-vous. À 3, alors à 3, c'est quelqu'un déjà qui a un handicap, il marche avec des béquilles. Alors à 4, c'est un handicap très sévère, et 5, il est alité. Donc, on ne va pas proposer une chirurgie carotidienne à un patient qui est scoré 5 ranking. Donc, on choisit le 0, 1, 2. Pour le 3 et le 4, il faut attendre. Dès qu'il s'améliore, on peut proposer la chirurgie. Ben, bien sûr que si ça dépasse 6 mois, il n'y a pas d'indication. Alors, comment évaluez-vous le risque de la chirurgie carotidienne chez notre patient? Alors, vous savez très bien que la chirurgie carotidienne, il y a un risque. Alors, le risque, il est physiologique, comme vous voyez sur la plaque, et il est anatomique. Dans notre cas, le patient n'a pas de risque physiologique. Il n'a pas d'insuffisance cardiaque, il n'y a pas une fraction d'éjection basse, il n'y a pas d'angine de poitrine instable, il n'a pas fait d'infarctus récent. Par contre, il y a un risque anatomique, il a une occlusion contralatérale, il a une irradiation. Donc, il y a quand même un risque anatomique. Donc, c'est juste pour vous dire que la chirurgie cardiaque à risque, c'est une chirurgie, quand vous êtes des cardiologues, il faut savoir que quand vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque, qui a une fraction d'éjection très basse, qui a une longueur instable, et ça c'est des patients qui ont une mortalité qui sont élevées à 30 jours. Alors, voilà, donc, on en a parlé. Alors, les trois principales lésions anatomiques qui compliquent les artériopathies radiques, il y en a 3. Donc, vous voyez, c'est les ruptures de carotide. Vous savez qu'il y a l'inflammation. Et si vous essayez d'opérer le patient, donc la dissection va être très difficile. On peut avoir des occlusions artérielles, comme chez les cas du patient. Il a une occlusion de la carotide interne gauche. Et bien sûr, la radiothérapie facilite le développement de l'athérosclérose. Donc, voici, si vous voulez, l'effet des radiations sur la paroi artérielle. Donc, nous avons des patients qui sont très jeunes. Moi, j'ai une patiente qui a 35 ans, qui a une sténose serrée de la carotide, parce qu'elle a fait une radiothérapie au niveau du cou. Donc, il faut leur faire, je ne sais pas s'il n'y a pas d'indication peut-être à faire des Doppler de façon systématique, mais il faut se méfier de ces patients-là qui ont des lésions carotidiennes. Donc, est-ce que vous avez, là, bon, vous avez des questions sur le cas de la radiothérapie chez ce patient-là. Nous avons passé un AVC chez un comptable. Docteur Fourali. Oui. C'est docteur Harbi. Ah, enchanté, docteur. Enchanté. J'aurais une question par rapport au cas clinique, par rapport à la suppléance de la carotide interne droite du territoire de la carotide occluse. Alors, les Est-ce suppléances... que vous ne pensez pas que les symptômes sont dus plutôt à la carotide sténosée, parce que c'est elle qui supplée le territoire occlus? Pardon, donc, docteur Harbi, j'ai un petit problème, je n'ai pas très bien saisi votre question. Vous me rappelez, s'il vous plaît, votre question? Donc, on a considéré que la sténose de la carotide interne droite est asymptomatique. Oui, d'accord, elle est asymptomatique, tout à fait. Alors que le patient a présenté des symptômes du côté de la carotide occluse. Gauche,
Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que du fait de la suppléance du côté gauche par la carotide droite explique que ce territoire est symptomatique parce que la droite est sténosée. C'est-à-dire que les symptômes retrouvés à gauche sont dus à la suppléance par la carotide de droite. Et puisque celle-ci souffre, donc elle est sténosée, donc c'est le territoire qui est le plus fragile qui souffre. C'est-à-dire que les symptômes ne sont pas dus à la carotide occluse. Non, c'est-à-dire que avant, la logique des choses, c'est que le patient était asymptomatique, il n'avait pas d'occlusion de la carotide. Vous savez, les occlusions aiguës de la carotide ne s'accompagnent pas toujours d'un AVC. Oui. Tout dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, tout dépend de la fonctionnalité du polygone de Willis. Il y a des patients qui font un AVC majeur. Il y a des patients qui font, moi j'ai eu des patients qui ont une occlusion de la carotide interne, ils n'ont jamais eu de symptômes. Et quand je pose la question aux patients, on n'avait jamais eu de symptômes. Ah non, rien du tout. Il y a des gens qui font des AIT. Je vous ai dit, tout ça c'est parce que c'est le polygone de Willis. Maintenant, le patient elle a fait une amorose, l'amorose à gauche, donc il y a eu un embole qui est parti. Probablement, cet embole est parti quand il y a eu un événement qui est la thrombose de la carotide interne gauche. Donc, on ne peut pas expliquer. Mais la thrombose est plutôt ancienne. Oui, mais elle est. C'est-à-dire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la suppléance qui souffre? Non, la suppléance, oui. Peut-être que s'il avait une mauvaise suppléance, il aurait peut-être fait. Peut-être un AVC plus important, parce qu'une occlusion de la carotide, si elle s'est faite progressivement. Le problème des thromboses de la carotide, quand c'est aigu. Quand vous avez un patient qui a une sténose carotidienne serrée, qu'il évolue progressivement, il développe la suppléance. D'accord? Mais par exemple, si vous faites opérer un patient, par exemple, d'un clampage pour, je ne sais pas, par exemple, les tumeurs de corpuscule globulique de la carotide, si vous faites un clampage, le malade il n'a pas du tout de sténose, vous risquez d'en faire une hémiplégie chez ce patient-là parce que la sténose carotidienne donne un peu, si vous voulez, elle donne le temps à une circulation collatérale. Je vous ai montré tout à l'heure par le biais de l'artère ophtalmique, par le biais de la cérébrale antérieure, par le biais du polygone de Willis. Mais si le malade-là a fait un événement, ça peut être, si vous voulez, un événement à droite. D'accord? L'événement, c'est plutôt, il a été à gauche. Bon, de toute façon, on ne peut pas dire qu'à droite, le malade il est symptomatique. À droite, il n'a pas eu de symptômes. Quand on a une amorose transitoire de niveau de l'œil gauche, normalement, c'est l'ophtalmique gauche, c'est la carotide gauche qui est à l'origine. Bah, donc, pour vous, c'est la thrombose qui a embolisé. Oui, c'est plus plausible, c'est ça qui a fait découvrir de toute façon, c'est ça qui a fait découvrir la sténose, la thrombose et la sténose. C'est un malade qui a fait une radiothérapie. D'accord, il y a professeur Taleb de Tlemcen. Ah, ben les gens de Tlemcen, c'est toujours un plaisir de les entendre. Taleb, fadli. Bonjour, docteur Fourali. Bonjour, marhaba bik. Allah yassalmak, merci. S'il vous plaît, je voudrais vous demander par rapport à la thérapeutique. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'associer une anticoagulation avec la bithérapie antiagrégante? C'est un patient qu'on va stenter, mais qui en parallèle, il a une thrombose à gauche. Est-ce que l'anticoagulation trouve sa place ici, en association? Chez ce patient, non. Le traitement anticoagulant n'a pas de place. Non, pas du tout. Non, il n'a pas de place. Non, pas du tout, madame. D'accord. Donc, juste la double antiagrégation. L'antiagrégation surtout. Alors, pour le stenting, chez mes souvenirs sont bons. On commence bien avant de placer un stent, on fait une antiagrégation quelques jours avant. Et bien sûr, une double antiagrégation, pardon. Et bien sûr, après le pose d'un stent, on continue bien sûr le traitement au moins 6 mois. Mais bien sûr, l'anticoagulation n'a aucun intérêt chez ce patient. Non, il n'y a pas de place. D'accord. Voilà. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et s'il y a d'autres questions, Omar, on va donner quelques questions. Professeur Aït Mokhtar. مرحبا بك.
Je pense qu'il a un problème de micro, Hadith Mokhtar. Moi, j'ai eu un micro tout à l'heure, mais heureusement qu'il y a eu une intervention rapide. Omar. Bon, je pense qu'il ne peut pas parler, Omar. Bah, sinon, on va lui laisser avec le cas clinique numéro 3. On va lui donner. Vas-y. On va lui donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore 4 cas cliniques, attention. Alors là, à mon avis, c'est peut-être le cas clinique qui est le plus intéressant, que celui, le numéro 3, parce que vous allez voir, il va montrer la physiopathologie de l'AVC chez un patient qui a une sténose carotidienne. Donc, je vais commencer à vous relater son histoire. Alors, j'ai un ami commun d'ailleurs, un ophtalmologue, d'ailleurs, le professeur Ben Khadda, il le connaît très bien parce qu'il a un cabinet pas loin de l'hôpital Mustapha. Donc, il m'avait téléphoné à propos de son comptable, alors qu'il avait fait un accident ischémique et sténose carotidienne. Donc, 68 ans, a été 5 jours. Il a été, bon, comme antécédent, il a présenté une hypertension artérielle. Alors, il a présenté un déficit du moteur, hein, une monoparésie du membre supérieur droit. Bien entendu, on lui a fait un échodoppler des troncs supraortiques et avec une IRM qui confirme d'une part qu'il y a fait un AVC ischémique hémisphérique gauche et surtout à l'échodoppler une sténose serrée. Hein. Moi, je préférais faire du copier-coller. Alors, comme ça, on va garder, si vous voulez, la nature même du cas clinique, on ne va pas l'altérer. Sténose serrée, bon, 99%, avec extension distalité de la carotide, probable dissection. Je vous dis ce qui a été mis. Alors, le malade a été hospitalisé. Il reçoit le traitement que vous voyez, en plus de l'aspirine, une anticoagulation, de la torvastatine. Voilà. Alors, bien entendu, sténose serrée, symptômes, indication, chirurgie vasculaire. Alors, on lui fait une IRM sans produit de contraste. Vous voyez qu'il fait quand même, il a fait un AVC, fronto-pariétal gauche, donc le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Alors ici, vous voyez bien qu'il a des critères hémodynamiques de sténose serrée. Alors, vous voyez, moi j'ai pris cette photo-là, donc vous voyez 400 quand même de PSV, de vitesse télédiastolique, si je vois là, c'est à peu près 200. Donc on est un peu, vraiment, on est en faveur d'une sténose qui est serrée. D'accord? Alors, comment classez-vous le degré de sténose? Sténose modérée, sténose serrée, pré-thrombose, thrombose. Bon, ça c'est pour vous, hein. On va continuer le cas clinique. Hein, alors, on lui fait... Bon, vous rafraîchissez un peu la mémoire, c'est juste, voilà, à peu près les différents critères, d'accord? Alors, on lui fait un angio-IRM, je vous laisse découvrir son angio-IRM, donc je vais juste vous montrer ici, donc c'est là le tronc basulaire et l'artère vertébrale intracrânienne, ça c'est les artères vertébrales cervicales. Donc là, vous avez l'artère carotide interne, l'artère carotide interne. Par contre, à droite, ici, on ne voit rien. On ne voit pas grand-chose. Alors, le patient donc, est orienté en chirurgie vasculaire, il faut faire une onde d'artériectomie carotidienne. Bon, deuxième évaluation, on le revoit une semaine après. Alors, vous pose une question, quelle est la caractéristique de la plaque d'athérome de la carotide interne gauche? Donc, vous voyez le flux, donc il n'y a pas de thrombose. Et là, vous voyez cette plaque-là, et vous voyez la lumière. La lumière, elle est là. Donc, on voit que c'est quand même, sans avoir logiciel pour le GSM, on a un logiciel ophtalmique naturel qui dit que c'est probablement une plaque hypoéchogène. Alors, bien entendu, on va essayer de retrouver les vitesses qui ont été prises une semaine avant. Alors,
on est un peu étonné, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Là, on passe à un PSV à 200, une vitesse télédiastolique à 55 et le rapport carotidien à 2,2. Alors, quel est le problème? Est-ce qu'il y a eu un appareil, il y a un problème d'appareillage, ou bien est-ce que tout simplement il y a eu une modification de la plaque? Voilà l'examen initial et l'examen une semaine après. C'est l'équivalent d'un RAO qui a un gradient à 60 et subitement une semaine après que je trouve à 20. Donc d'un côté on dit qu'il faut opérer, d'un autre côté on dit que la fonction VG pourtant elle est correcte, donc il n'y a pas de raison qu'il fait un bas gradient. Donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi je vous pose la question, existe-t-il une modification du profil hémodynamique de la sténose? Si oui, dans quel sens? Aggravation, réduction des signes de sténose? Non, la sténose reste toujours serrée. Il existe une mauvaise correction d'angle lors du premier examen, ce qui expliquerait les modifications de vitesse. Bon. On réfléchit un peu, on reconduit le talon. Alors, Harbi te dit aggravation. Bon, le docteur Harbi a dit aggravation, mais pourtant, je n'ai pas dit qu'il y avait aggravation. Hein. Bah, les vitesses, elles sont à 200. Je ne sais pas. Hein. Mouzaoui Non, te dit. Mais c'est occlusive. Non, mais ça, c'est pas pour vous juger. Hein. Attention, hein. Moi, je vous pose ces questions. Je vous assure que si j'étais à votre place, je ne saurais pas faire ça parce que moi, je sais l'histoire, je connais l'histoire. C'est pour ça que je vous pose ces questions. Si vous dites aggravation, c'est très possible. Hein. Peut-être le malade est passé en bas débit. Je n'ai pas. Voilà, c'est possible. subocclusive. Donc, Bon, alors, pardon. Alors, c'est-à-dire, je vais vous dire, non, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'aggravation. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas une correction d'angle qui n'est pas bien faite? Parce que regardez bien, quand vous faites un angle, quand vous faites une erreur, là c'est 60 degrés, hein, d'accord? Et là c'est l'erreur de l'angle. Si vous faites une erreur de moins 10, vous allez avoir une estimation de la vitesse qui est, augmentée de 29. D'accord? Si vous faites une erreur de plus 10, c'est presque la même chose. Hein, vous voyez une vélocité de moins 40. Donc, quand même, l'erreur, la correction, donc, elle intervient. Mais je vous dis que c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, معليش, hein, c'est pas un problème, hein, même que ce soit augmenté, qu'importe. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'il faut opérer le malade en artériotomie carotidienne, grade de recommandation 1A? Oui, car la tension supérieure à 50%. Ou bien le malade, bon, en faveur d'une dissection. Alors, pourquoi dissection carotidienne? Parce que vous savez très bien que dans la dissection, on peut trouver une sténose et quelques temps après, les signes de sténose vont disparaître. C'est tout à fait classique. Ou bien il faut donner, alors, ça, je vous propose un traitement médical comportant statine et aspirine. Ou bien, carrément, je ne sais pas pour quelle raison, moi j'ai mis comme ça, indication de traitement anticoagulant. Ou bien, vous faites sortir la dernière réponse, je ne suis pas d'accord, je voudrais voir des images dynamiques. Parce que c'est vrai que je vous ai montré des images, des photos. Peut-être que vous, vous allez peut-être voir des images dynamiques. Eh bien, je vais vous offrir des images dynamiques du patient. Peut-être que maintenant, essayez de choisir ce que vous avez à prendre en considération. Mais maintenant, je vais vous montrer des images. Alors, de toute façon, pour ceux qui ont répondu un A, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Ce patient-là a une sténose. Bon, de toute façon, il a une sténose supérieure dans le 1A, même si c'est supérieur à 70%, il est dans le 1A. Donc, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison d'indiquer chez ce patient qui a une sténose serrée, bon, pour le premier examen, hein, parce que le deuxième examen, les lésions, les signes de sténose, c'est quand même, il y a une régression. Donc, pour ceux qui ont posé indication opératoire, c'est juste. Et ceux qui ont posé un traitement médical,
C'est juste également. Vous allez voir pourquoi. Alors, regardez en fait ce qu'il a le patient quand je l'ai revu. Essayez de voir ce qu'il y a dans la lumière. Un thrombus. Ah, voilà. Il y a un caillot flottant dans la carotide interne. Donc, vous voyez, il y a des éléments qu'il fallait voir en mode dynamique. C'est pour ça que si vous voyez des photos comme ça figées, on ne pourra pas le savoir. Donc, je vous laisse voir. Alors voilà, on décide de pratiquer un angioscanner pour confirmer notre attitude thérapeutique. Moi, quand je l'ai vu le patient, je vous assure que je me suis peut-être... je lui dis qu'il ne faut pas opérer. Vous avez un thrombus, il ne faut pas opérer. Parce que, premièrement, il n'y a plus les signes de sténose. Je l'ai mis sous traitement anticoagulant. Il a été déjà mis sous traitement anticoagulant. Il y a eu une régression des signes de sténose. Donc, on est en fait devant un patient qui a un thrombus flottant qui est collé à une plaque d'athérome et qu'il fallait donc traiter par les anticoagulants. Donc, en anglais, c'est le free floating thrombus. Caillot flottant de la carotide interne. Il y a des caillots flottants sur plaque, il y a des caillots flottants sur, non pas des plaques d'athérome, mais c'est des emboles qui viennent du cœur, par exemple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on est devant un caillot flottant de la carotide interne qu'on a traité par un traitement anticoagulant. Le malade n'a pas été opéré, alors que vous avez tout à fait logique, de proposer une endartérectomie carotidienne. Alors, maintenant que vous avez eu ces résultats, est-ce que vous maintenez l'indication à une endartérectomie carotidienne gauche? Alors, vous m'entendez bien? Non. Hein? Je te dis non. Eh ben, elle a raison. Hein. Non, mais de toute façon, ce n'est pas une question de dire oui ou non. Hein. C'est des attitudes thérapeutiques. Chacun doit juste se justifier même. Oui, tu dis non aussi. Ben, Anna, c'est ce que j'ai fait. Je fais comme elle. Je fais comme elle, mais peut-être vous allez me juger de ne pas avoir opéré le malade. Parce que ceux qui ont dit oui, ils n'ont pas tort. On va. Alors, on refait l'angiographie, donc bon, c'est la même, mais on voit qu'il y a pratiquement pas de... Je vais vous montrer, je pense que je vous ai montré que vous l'avez pratiquement, l'IRM, il n'y avait rien. Il n'y avait pas du tout de... Ça veut dire que la sténose était serrée, très serrée. Et là, il a recanalisé, et là, on est là. On est ici. Donc, il y a eu une amélioration, il y a eu une régression des signes de sténose. Alors, d'après vous, pourquoi a-t-il existé une discordance dans l'estimation du degré sténose? Et quel est votre diagnostic final? Bah, tout simplement, c'est très simple. Le malade avait un thrombus pseudo-occlusif, ce qui explique qu'il avait des vitesses qui étaient très élevées. Il a été traité par anticoagulant, antiagrégant quand on l'a revu. Les signes ont réduit, c'est-à-dire il y a eu une résolution du thrombus. C'est pour ça que les signes de vitesse ont régressé. Donc, le diagnostic, c'est un thrombus flottant de la carotide interne. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la littérature? Alors, la littérature dit, devant des thrombus flottants de la carotide interne, vous pouvez traiter médicalement, vous pouvez traiter chirurgicalement. Moi, j'ai eu au moins 7, 8, une dizaine de patients chez qui traiter médicalement. Ils ont très bien évolué ce traitement médical par traitement anticoagulant. Maintenant, si vous opérez le malade, bien sûr, il faut informer le chirurgien, méfie-toi, si vous clampez, il y a peut-être un risque de mobilité du thrombus, mais il n'y a pas de supériorité dans les thrombus flottants de la carotide interne du traitement médical sur le traitement chirurgical. Alors, ce n'est pas terminé, c'est qu'on revoit le malade un mois plus tard. C'est lourd de responsabilité, de dire à un patient que tu ne vas pas être opéré. Alors déjà, on lui a parlé de chirurgie. Alors imaginez, vous mettez le malade sous traitement antiagrégant, il vous fait un AVC, et vous allez avoir des parents du malade sur vous. Alors, on a pris quand même un risque. Alors,
Et voilà, donc, le contrôle. Donc, le contrôle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans la carotide interne. On ne voit plus de thrombus. Voilà ce qu'on voit. Alors, la question est la suivante. Que représente le flux codé en rouge? Dissection, niche, ulcération. Alors, quel est le nombre de cardiologues qui sont pour la dissection, pour la... Fonctionnal. Amrouche parle de fonctionnal. Wali parle d'ulcération. Plaque ulcérée pour certains. Notre ami Ounouri de Laguat, qui est avec nous, maître assistant à Laguat, parle de flux de rentrée de dissection. Ouzid chenal, Zimirline pseudo-anévrisme. Voilà, il y a toutes plutôt une tendance à parler du faux chenal. Bon, c'est pas faux le faux chenal, mais pour la dissection de la carotide, généralement, c'est pas au niveau de l'origine. La dissection de la thyre, c'est toujours, la dissection de la carotide, c'est toujours le tiers moyen et le tiers distal. Là, on est à la partie proximale de la carotide quand même. On est dans l'athérome. Coupe, petit axe. Bon, c'est vrai qu'il y a un chenal. Alors, vous voyez, il y a un flux entrant rouge et un flux qui réintègre la paroi de la carotide en bleu. Bah, tout simplement, c'est une plaque ulcérée. Donc, voilà, donc il y a une détertion. Donc, pour les cardiologues, c'est comme dans l'endocardite bactérienne, c'est les abcès de l'anneau. L'abcès de l'anneau, quand il y a un lavage, une détertion, bah, ça va créer des embolies un peu partout, mais ça va laisser un creux, ça va laisser un sac. Donc là, on est devant une grosse plaque ulcérée. Donc il y a eu l'AVC tout simplement parce qu'il y a eu une rupture de la plaque, il y a eu une hémorragie, il y a eu une migration embolique, il y a eu une détertion de la plaque. Donc on a, voilà, donc on est, voilà, l'histoire naturelle, voilà, c'est tout à fait ça. Donc plaque, ulcération. Alors nous avons trois possibilités pour le suivi. Soit vous avez une réendothélialisation de la plaque, c'est un traitement. Soit l'ulcère, vous avez un gros cratère qui persiste et bien sûr, ça peut expliquer éventuellement la récidive. Ou bien vous avez si vous voulez, une réendothélisation partielle. Là, on est donc devant un ulcère de la carotide. Donc, on était passé à une sténose serrée à une ulcère. Bon, maintenant, en matière de recommandations concernant, on a déjà passé les 6 mois, de toute façon. Donc, on est dans le cadre de traitement donc, asymptomatique, si vous voulez. Mais on est devant une conduite à tenir donc d'un ulcère de la carotide. Donc, bien entendu, le patient est toujours sur le traitement anti-agrégant. Bien entendu, je ne pouvais pas prendre la responsabilité tout seul de le traiter par traitement anti-agrégant. Bien sûr, on a demandé pour un avis en chirurgie vasculaire, non pas opéré, parce qu'il n'y avait pas de sténose, il y avait un ulcère. Donc, le traitement médical, c'est ce qui a été retenu, traitement médical. Donc, pourquoi ce patient-là? Parce qu'il vous résume, si vous voulez, l'évolution, sténose, embolisation, ulcère. Bon, ça, si vous voulez, c'est un patient qui résume la maladie athéromateuse. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ce patient? Ceux qui ont des questions, posez vos questions. Posez vos questions. Non, il n'a pas refait d'AVC, il va bien. On le suit, on le surveille par des échodoppler régulièrement. Quelle est la durée du traitement anticoagulant? Le traitement anticoagulant, de toute façon, il n'y a pas de recommandation particulière. Le traitement anticoagulant, la série que j'ai, c'est jusqu'à disparition de l'embole, enfin du thrombus. Une fois que le thrombus a complètement disparu, à l'échographie, au Doppler, on poursuit le traitement anti-agrégant. Maintenant, traitement agrégant,
mon avis, vous pouvez mettre un bitraitement antigrégome, mais il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation à 1 ou 2. Vous ne trouvez pas ça dans la littérature, hein, parce que c'est des cas qui sont rares. On ne peut pas faire une recommandation dans une pathologie qui est rare. Et là, on est dans suivre le bon sens, le traitement anti-agrégant. On ne peut pas vous dire parce que ça peut se cicatriser, ça peut s'aggraver, mais on n'a pas dans la littérature de recommandations particulières pour l'ulcère. D'ailleurs, l'ulcère n'est pas, si on voit les recommandations, l'ulcère n'est pas cité comme étant une plaque à risque, si vous voulez. On voit que le niveau de degré, mais l'ulcère, je ne le retrouve pas dans les plaques à risque. Parce que l'AVC, il est passé. C'est un trait, si vous voulez, c'est une évolution de la plaque. Il y a une détertion, donc les emboles, ils sont partis, ils sont friables, ils sont partis de la circulation. Maintenant, ça peut se cicatriser, ça peut ne pas se cicatriser, mais on n'a pas de recommandation à donner un traitement d'une durée de 6 mois ou une année. Il n'y a pas de recommandation. Mais je garde toujours ce traitement. On nourrit notre ami Ounouri de l'Arwat, qui est le service de l'Arwat, qui est notre invité aujourd'hui. Et malheureusement, Abdelbaki Mabanch, il devait être avec nous. Ah oui, docteur Abdelbaki, oui. C'est Amine. C'est Amine, tu peux poser ta question, brièvement. Fadal. Je ne sais pas s'il m'écoute. Ounouri Amine. Je pense peut-être qu'il a un problème de micro. Bon, il te pose une question sur la plaque thermique, l'ancien truc, les plaques chaudes, les plaques froides, etc. Bon. L'activité des plaques. L'activité, c'est le niveau de degré. Le niveau de degré, c'est tout. Hein. C'est pas. Là, il nous reste, Mohamed, un quart d'heure, donc pour le dernier Bon, cas. alors, je vais passer rapidement à une sténose carotidienne. C'est une femme, cas clinique, 48 ans, écho Doppler, sténose carotidienne sur AVC ischémique. Alors, indication opératoire ou non. Donc, vous voyez, c'est une sténose qui a l'air serrée. Et voilà, est-ce qu'on opère la patiente ou non? Donc, on revoit la photo. Les images en coupe petit axe et grand axe de la carotide. On voit un rapport carotidien quand même supérieur à 3. Par contre, les vitesses diastoliques qui ne sont pas élevées, ce n'est pas la carotide externe. Hein. C'est un peu bizarre, cet HP. Quel est votre avis? Voilà, vous avez la carotide interne, voilà. Vous avez une sténose en amont. Ça ressemble à une fémorale. Une fémorale, non, c'est une carotide, non. Résistance. Ah oui. Ah. Ben, c'est une sténose, c'est un aspect résistif. Voilà c'est ce qu'il faut mettre comme commentaire, tout à fait d'accord, s'il s'agit d'un flux résistif. Voilà. Tout à fait, et ça, c'est pas normal. Alors que normalement, on doit avoir des vitesses diastoliques. Hein, voilà. Ouais. Alors là, c'est juste pour vous donner si vous voulez, il faut se méfier, il faut toujours voir la carotide interne en aval de la sténose. Il ne faut pas regarder juste le premier bout d'origine, parce qu'en fait, ce malade-là, il présente deux sténoses. Il y a une sténose à l'origine, voilà, et une autre en aval. Donc, vous voyez, il y a une thrombose de la carotide interne ici. Hein. Distal. Vous voyez, en plus, l'artère cérébrale moyenne, elle est thrombosée. Il n'y a pas de flux du tout. La gauche. Et alors, quand on fait un angioscanner, ben, la carotide est pratiquement thrombosée en aval. Là, on avait juste un petit moignon, de sténose qui nous en fait mimiquer une sténose de la carotide, mais en fait, il y a une thrombose de la carotide et une sténose à l'origine. Donc, il faut se méfier, toujours voir la carotide interne distale. D'accord. Là, en plus, il a une thrombose de l'artère cérébrale moyenne droite. Alors, vous voyez ici, alors les lésions tandem, c'est comme ce patient-là, et également, on a un sténose de la carotide interne et une sténose de l'artère sylvienne, donc deux sténoses étagées. Voilà, alors ici, quand vous avez
un flux particulier au niveau de la carotide interne. Méfiez-vous, la carotide interne est perméable. Le problème, il se pose en aval. Vous pouvez avoir une dissection de la carotide interne distale, vous pouvez voir une sténose intracrânienne, notamment comme ici, une sténose de la carotide interne intracrânienne. Ici, vous avez des vélocités très élevées. Donc, quand vous avez un aspect résistif comme ça, comme c'est justement un aspect de flux fémoral, eh bien, à condition que vous soyez sûr qu'on est dans la carotide interne, parce que la carotide externe, ça peut vous donner un flux résistif. Vous faites des percussions sur l'artère temporale, vous vérifiez que l'artère ne donne pas une collatérale, ne donne pas une artère thyroïdienne. Là, vous faites votre examen en distalité. Bah, si vous pouvez faire un Doppler transcrânien pour voir ce qui se passe, c'est encore mieux, mais il faut se méfier, il faut toujours voir la carotide interne distale. Alors, comment il faut voir la carotide interne distale? Ce n'est pas avec la sonde vasculaire linéaire vasculaire. Des fois, c'est bien de décéder avec une sonde convexe. La sonde convexe vous permet de voir jusqu'à 4-5 cm la carotide interne distale. D'ailleurs, je vais vous montrer le prochain cas clinique. Celui-là, bon, peut-être, voilà, on va encore profiter encore 12 minutes. Alors, vous voyez, c'est une patiente qui a un AIT céphalée qui a précédé un AIT chez une femme. Alors, l'IRM est en faveur d'une sténose de la carotide interne, l'angioscale plutôt sur l'IRM normale, absence d'antécédent médical particulier, notion de ptosis résolutif de l'œil gauche. Alors, vous voyez, elle est venue avec un scanner, probablement une indication opératoire. Elle voit une sténose très serrée de la carotide interne. Et là, l'IRM est normal. Donc, quand on lui fait l'échographie, regardez, il y a une réduction de calibre au niveau de la carotide interne. Alors, vous voyez l'aspect résistif de la carotide interne, la gauche et la droite. Donc, l'aspect fémoral, comme vous dit le professeur, l'aspect fémoral, voilà. Résistance élevée. Alors, puisqu'on termine, dernière question. Si c'était votre patiente, est-ce que vous allez prescrire statine ARA2, clopidogrel, Plavix, orientation chirurgie vasculaire? Êtes-vous d'accord avec cette conduite à tenir thérapeutique ou choisissez-vous un autre traitement? Donc, je mets un traitement anticoagulant plaquettaire seul, je mets un traitement anticoagulant, je mets une statine, je propose une onde d'artériectomie carotidienne, je suis d'accord avec la prescription du médecin traitant. Donc, voilà, le médecin traitant, donc il a proposé tout ça. Alors, les réponses. Poser les réponses. Anticoagulant, antiagrégant, statine, pas de chirurgie, âme rouge toujours, vigilante. Bon, les statines, est-ce qu'on peut les garder ou non? Apparemment, c'est statine antiagrégant. D'accord, ok. Donc, on va avancer. Voilà, là, pour moi, je choisirai traitement antigrant, traitement anticoagulant, un des deux. Et pourquoi? On va voir. Donc, un mois plus tard, regardez, un mois plus tard, comment ça s'est. Alors, moi, j'ai pris la lourde responsabilité. C'était une femme d'un responsable du ministère de la Santé. Alors, vraiment, j'ai pris une responsabilité de lui dire, écoutez, d'aller voir, vous allez revenir dans un mois, vous avez de fortes chances que ça va s'améliorer. Et en plus, ne prenez pas les statines, ne prenez pas autre chose. Alors, je dis, écoute, quitte au double. Alors, elle revient, voilà, la carotide, comment elle est. Voilà, avant et après. HP résistif, HP normal. Diagnostic. On a recanalisé par traitement thrombolytique. On a fait un contrôle, une onde d'artériectomie et le malade est revenu après. Il y a une recanalisation spontanée, recanalisation après un stenting carotidien dans un service d'outre-mer ou bien national, je ne sais pas. Mais d'après vous, qu'est-ce qui vous semble le plus logique avec cette patiente? 3. Recanalisation spontanée. Tout le monde un petit peu. Ah ben, tout à fait. Ben, voilà, c'est une dissection de la carotide, voilà. Donc, vous savez très bien, la dissection de la carotide s'accompagne du syndrome de Claude Bernard Horner. Donc,
voilà, s'accompagne de céphalée. Il y a un hématome. Dans ce que vous voyez ici, c'est l'hématome. Hein. C'est un hématome. Voilà, ici, c'est l'hématome. Hein. Ce n'est pas l'athérome, c'est l'hématome. Ici, c'est l'hématome également. Donc, il s'agit d'un hématome. Donc, c'est la seule dissection qu'on traite avec les anticoagulants. Mais en fait, il y a eu une étude qui a été menée à randomiser, une étude internationale. Il n'y a pas eu de supériorité du traitement anticoagulant sur le traitement antiagrégant. Donc, si vous donnez un traitement antiagrégant, ce n'est pas faux. Voilà, alors, bon, on n'a pas fait d'IRM, c'est le Doppler qui a, donc le fait qu'il y a une recanalisation complète. Donc, vous voyez ici, il y a un traitement antiagrégant hors anticoagulation thérapie. Bien sûr, il y a des signes IRM, un aspect hyper intense en T1 et tout ça, qui sont en faveur de la transformation de l'hémoglobine, voilà, au niveau donc, du chenal circulant. Donc, il s'agit d'une dissection. Donc, vous voyez l'hématome, vous savez, un hématome de la carotide. Voilà, donc l'hématome. Donc, vous voyez que la carotide a tout à fait redevenu normale. Voilà. Donc, retenez qu'il y a une atteinte du nerf. Il y a le sympathique cervical qui explique, l'aptose. Il y a l'hémophthalmie, il y a l'aptose, il y a la myosis. Il y a aussi une atteinte du 12. Regardez cette patiente-là que j'ai eue au cabinet, donc elle a une dissection, regardez la langue, elle est déviée du côté de la dissection, d'accord? Alors quand un patient fait un AVC et qu'il y a une atteinte du 12, il s'agit d'une femme, et il faut retenir le diagnostic de dissection de la carotide. Donc vous voyez ici, dans certains cas, vous pouvez avoir un hématome de la carotide, hein, tout ça c'est un hématome, hein, quand vous faites ça. Vous voyez, regardez la carotide interne, et ça c'est l'hématome, c'est un anévrisme de la carotide, mais qui s'améliore. L'hématome, quand il va disparaître, l'anévrisme peut éventuellement réduire quasi. Voilà. Bon, là, donc, c'est dissection, donc il faut se méfier. Donc, la pathologie carotidienne, il n'y a pas que la dissection, d'accord? C'est pas, est-ce qu'il reste 5 minutes? Alors, je pense que pour les cardiologues, ça vaut la peine de voir le numéro 6. Hein. Le cas clinique numéro 6. Alors, homme de 56 ans, AVC ischémique, antécédent de thrombose de la carotide interne droite. Donc, il a été adressé pour AVC parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse un AVC dans le territoire de la carotide interne droite, mais il a fait un AVC territoire de la carotide interne gauche. Regardez, qu'est-ce qu'il a au niveau de la carotide interne gauche? Thrombus. Ah. Il faut aller voir le cœur, là. Il faut aller voir le cœur. Ah là là là, mais vous avez vu des diapos, hein? C'est un thrombus de la carotide, alors il y a des mouvements de va-et-vient, regardez. Alors ça c'est typique, hein, vous avez des battements de la carotide interne, donc c'est un thrombus qui est... Alors on a eu le privilège de rare d'avoir un hitch, regardez le hitch ici au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Donc c'est un signal de haute intensité qui est unidirectionnel, d'accord? Et qui s'accompagne. Alors, sur le plan cardiaque, regardez, il y a une hypokinésie. Donc, probablement, ce patient-là, il a fait une embolie d'origine cardiaque. Voilà, aussi. La même chose, je termine parce que ça concerne le dernier cas. C'était bon, une patiente de 81 ans, elle a fait un AIT récent. Voilà, thrombose de la carotide interne. Voilà, thrombose de la carotide interne. Et n'hésitez pas à faire une échographie cardiaque, donc la carotide interne distale, il y a une thrombus ici, hein, vous voyez, là, c'est continu là. Donc vous voyez le même aspect résistif, vous voyez l'artère cérébrale moyenne est amortie, et là, c'est un patient qui avait une maladie, enfin un rétrécissement mitral, rétrécissement aortique, on avait demandé de faire un holter, il y avait une ACFA paroxystique, et qui a expliqué, tout à fait, donc une thrombose de la carotide interne, et on avait mis le malade, regardez, 6 semaines plus tard, il n'y a plus de thrombus au niveau de la carotide interne, donc vous voyez, ce n'est pas une dissection, c'est un thrombus, donc ça reprend tout à fait normal le flux de la carotide interne. Voilà. Donc, intégration embolique, donc pour les cardiologues, quand vous voyez des thrombus de la carotide interne, il faut toujours voir le cœur. Je termine
dernière, c'est juste une plaque, thrombose carotidienne et Covid-19. C'est pas moi qui a été en contact avec ces patients pareils. C'est qu'il faut savoir qu'il y a des thrombus au niveau qui a été une série qui a été récemment rapportée pour le Covid, et ça donnerait donc des caillots flottants de la carotide interne. Donc, si vous avez un caillot flottant que le malade a fait un syndrome viral qui évoque un Covid, il faut se méfier. Donc, on a dans la littérature, c'est la première série de 6 patients avec un âge moyen de l'ordre de 60 ans. Donc, regardez, ils ont tous fait un Covid et tous avaient eu des plaques athéromateuses, plus ou moins, voilà, et qu'ils ont eu une résolution de la carotide interne. Donc, on a eu une patiente que j'ai vue, un thrombus de l'aorte a été amputé, elle avait un Covid parce qu'il y avait un gros thrombus au niveau de l'aorte abdominale. Donc, le take-home message, donc éviter de donner un pourcentage de sténose et surtout, un bon conseil, éviter de donner des pourcentages parce que ça va changer d'un cardiologue à l'autre et ça va porter préjudice pour nous-mêmes. Il vaut mieux dire sténose très serrée, modérée. Donc, surtout également, il faut faire usage de paramètres, de plusieurs critères multiparamétriques de sténose carotidienne et bien sûr intégrer toujours l'écostructure de la plaque carotidienne. Donc, il faut bien voir la plaque, s'il n'y a pas un thrombus, s'il n'y a pas un ulcère. C'est très important, c'est aussi important que le degré de sténose. Voilà, je vous remercie. Voilà, et on a terminé la séance.